Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail d'une très grande artiste autrichienne, Angelika Kauffmann, née en 1741 et décédée en 1807. Angelika Kauffmann est une artiste hors norme qui fait une carrière européenne à la hauteur de celle d'Artemisia Gentileschi. Comme cette dernière, après sa mort, l'œuvre de Kauffmann tombe dans l'oubli pour être redécouverte au XXe siècle, notamment par les groupes féministes des années 70. Comme d'autres artistes femmes du passé, Angelika Kauffmann apprend la peinture avec son père, le peintre autrichien Joseph Kauffmann. Enfant prodige, elle bénéficie d'une instruction privilégiée extrêmement complète. Auprès de sa mère, Cléophale Lutz, une sage-femme suisse polyglotte et fort cultivée, elle apprend la musique et les langues. En plus de l'allemand, elle parle le français, l'italien et l'anglais. D'abord destinée au chant avec sa voix de soprano, Angelika Kauffmann se tournera finalement vers la peinture. La famille est installée à Coire, dans le canton des Grisons de la Suisse actuelle, où Joseph Kauffmann travaille à la cour de l'évêque. Puis, en 1752, les Kauffmann s'installent à Côme, où Joseph devient le peintre d'une famille noble d'origine suisse. C'est en Italie que la petite Angelika fait son apprentissage de la peinture et qu'elle réalise son premier autoportrait à l'âge de 12 ans. À la mort de sa mère, en 1757, Angelika s'installe avec son père dans la forêt de Bregenz, où tous deux travaillent à des fresques dans l'église de Schwarzenberg. Les premiers tableaux d'Angelika datent de cette époque. La jeune fille n'a que 16 ans. Très tôt, son père se rend compte des capacités techniques de sa fille et met tout en œuvre pour lui permettre de développer ses talents, allant jusqu'à se mettre en retrait. En 1760, Angelika revient en Italie avec son père pour étudier l'art de la Renaissance. Elle entreprend alors de copier les maîtres italiens. Le 5 octobre 1762, elle est nommée membre d'honneur de l'Académie des beaux-arts de Bologne, où elle obtient un diplôme de dessin. Puis, entre 1763 et 1766, elle travaille à Rome, où elle reçoit de nombreuses commandes malgré son jeune âge. Ses portraits sont ceux de riches voyageurs qui effectuent ce que l'on appelle leur grand tour d'Europe, avec un passage obligé en Italie. De retour dans leur pays, avec leurs portraits, ces voyageurs contribuent à la notoriété de la jeune artiste. Le 5 mai 1765, Angelika Kauffmann devient membre de l'Accademia di San Luca de Rome. Mais c'est lors d'un séjour à Naples, entre 1863 et 1864, qu'elle se fait connaître par le public anglais qui va lui amener argent et renommée. En 1766, elle se rend à Londres avec son père. Elle y rencontre le célèbre portraitiste Joshua Reynolds qui appuie son travail. Ses portraits spontanés et harmonieux rencontrent un vif succès. Peu de temps après, elle est séduite par un aventurier suédois qui se présente sous le nom de comte de Horn et qui l'épouse. Mais l'homme s'enfuit avec sa fortune. Angelika parvient toutefois à obtenir l'annulation de son mariage en 1768 par l'Église anglicane. La même année, elle entre comme un des membres fondateurs à la Royal Academy, qui est présidée par son ami Reynolds. Elle aura de très nombreuses commandes en Angleterre, où elle peint toute l'aristocratie. En 1781, elle épouse le peintre italien Antonio Zucchi à Londres. Cette même année, après 15 années passées dans la capitale britannique, Angelika Kauffmann quitte Londres pour reprendre pendant un an environ une vie itinérante en fonction des commandes qu'elle reçoit. Elle est à Schwarzenberg, Padoue, Vérone, Venise. Après la mort de son père en 1782, elle acquiert avec son époux un atelier à Rome, au 72 de la Via Sistina, près de l'église de Trinità dei Monti. Son atelier devient un lieu de rendez-vous des artistes et des intellectuels comme Goethe, établi à Rome. Après la mort de son époux en 1795, elle se retire du milieu de l'art. Elle continue toutefois de peindre, mais essentiellement des tableaux religieux. Très malade depuis 1802, elle meurt
le 5 novembre 1807. Elle est inhumée à l'église Sant'Andrea delle Frate à Rome, témoignage de l'importance qui lui est accordée en son temps. Dans cet autoportrait, Angelica Kauffmann apparaît dans une sorte de naturel hors du commun, regardant le spectateur avec beaucoup de simplicité, comme si elle entretenait avec lui une forme d'intimité. Sa main, délicatement posée sur son carnet à dessin, semble s'être arrêtée un moment pour laisser place à l'exercice de la pensée. L'artiste est habillé d'une robe blanche et or, très délicate, dont on retrouve un rappel dans le turban qui couronne son élégant chignon. Mais à aucun moment, la finesse d'exécution des tissus ne prend le dessus sur le portrait. Le décor est absent, ce qui laisse tout loisir au spectateur de se concentrer sur l'humanité du personnage. Angelica Kauffmann se représente conformément à l'idéal féminin de son temps, dans une sorte de modestie qu'il fait oublier la hardiesse de sa position de femme peintre. Mais l'émotion qui émane de son portrait, notamment à travers son regard doux et franc, mais aussi avec ses joues un peu rosies, donne toute sa force au tableau. Comme Artemisia Gentileschi ou Elisabeth Vigée-Lebrun, Angelica Kauffmann a laissé un grand nombre d'autoportraits. En 1764, Angelica Kauffmann réalise le portrait de Winckelmann à Rome. Il s'agit d'une œuvre très importante de par sa qualité technique, mais aussi parce que son sujet est un personnage crucial au XVIIIe siècle. Johann Joachim Winckelmann est un archéologue prussien dont les travaux ont contribué à l'émergence du néoclassicisme. On le considère comme le fondateur de l'archéologie et de l'histoire de l'art moderne. Issu d'une famille protestante très modeste, il étudie d'abord la théologie, puis devient bibliothécaire chez un historien nommé von Bünau. Après s'être converti au catholicisme, il part à Rome grâce à une bourse de la cour de Saxe dans le but d'étudier les antiquités romaines. À Rome, il est attaché à la cour pontificale. D'abord bibliothécaire auprès du cardinal Albani, collectionneur d'art antique, il devient rapidement surintendant des antiquités puis bibliothécaire de la Bibliothèque Vaticane. Inconditionnel défenseur de l'art grec, Winckelmann assiste aux fouilles d'Herculanum et de Pompéi. Dans son ouvrage majeur, Histoire de l'art de l'Antiquité, contemporain du portrait d'Angelica Kauffmann, Winckelmann affirme la supériorité de la Grèce antique dans son approche du beau, en se fondant notamment sur ses marbres blancs. Selon lui, je cite, « l'éminente caractéristique générale des chefs-d'œuvre grecs est une noble simplicité et une grandeur silencieuse. » Fin de citation. On sait aujourd'hui que les marbres grecs n'avaient pas cette pureté et qu'ils étaient peints de façon très vive. D'une certaine manière, Winckelmann a construit une fiction autour de l'art grec, mais ce récit très idéalisé a contribué fortement à la mise en place des valeurs esthétiques du néoclassicisme contre le baroque et le rococo. Contrairement aux historiens de l'art qui l'ont précédé, qui se sont concentrés sur les personnalités des artistes, Winckelmann adopte une méthode d'analyse qui s'intéresse aux œuvres. L'observation des antiquités est à la base de son approche. Son histoire de l'art est avant tout une histoire du style. Pour lui, le but de l'histoire de l'art est de parfaire l'éducation d'une élite intellectuelle européenne. La légende qui entoure Winckelmann tient à son érudition et au renouvellement qu'il insuffle à l'archéologie, mais elle est aussi en partie induite par son homosexualité et par sa fin tragique, puisque l'historien meurt assassiné par un jeune homme qui tentait de lui dérober sa fortune. Angelica Kauffmann contribue à la construction de cette légende à travers ce portrait très intense où elle livre sa vision d'un homme éclairé, saisi en plein travail. Winckelmann est ici assis à son bureau, il est manifestement en train d'écrire un texte théorique, il s'est arrêté dans sa rédaction et semble réfléchir à un concept ou à la formulation d'une phrase. L'homme est peint dans cet élan créateur, mais sans emphase, avec une sorte d'intériorité presque religieuse.
Le contraste entre le vert de sa veste et le rouge de la couverture sur laquelle est posé le bas-relief antique qu'il est en train d'étudier donne au tableau une très grande harmonie. Les deux couleurs complémentaires dominent le tableau avec une grande économie de moyens, conformément aux préceptes du néoclassicisme. On trouve un rappel du rouge dans le liseré de son écharpe, ainsi que dans la bague qu'il porte à sa main droite. L'espace du bureau n'est pas caractérisé, ce qui permet au spectateur de se concentrer sur le visage du savant. Angelica Kauffmann, qui n'a alors que 23 ans, fait preuve d'une très grande maturité dans cette œuvre. Angelica Kauffmann fait ici le portrait d'une célèbre chanteuse d'opéra de l'époque en Angleterre, la soprano Sarah Harrop. La jeune femme vêtue d'une robe rose et or est assise dans un paysage qui fait allusion au mont Parnasse, berceau des muses anciennes, tandis que la lyre sur laquelle elle s'appuie renvoie à Erato, muse de la poésie lyrique qui avait pour habitude de s'accompagner de musique. Dans sa main, la chanteuse lyrique tient une partition qui ramène au monde moderne. Il s'agit d'un extrait de l'opéra Rodelinda, reine des Lombards, de Georg Friedrich Händel, daté de 1725. Sarah Harrop étant célèbre pour ses interprétations des opéras et oratorios de Händel. Le tableau date de l'époque de son mariage avec Joa Bates, son mentor, qui a relancé et promu les œuvres de Händel, la commémoration de sa naissance en 1784 étant le point culminant de cette réhabilitation. Au-delà de la très grande harmonie chromatique du tableau, dominée par le rose, le vert et l'or, Angelica Kauffmann exécute ici le portrait d'une femme qu'elle admire et qui la renvoie au chant, son premier projet de carrière. Il est probable que les deux femmes aient été liées par une amitié, mais il est certain que l'une comme l'autre était parmi les rares femmes qui exerçaient une profession artistique à cette époque et qui jouissaient d'une reconnaissance. Bien que Sarah Harrop soit représentée avec une certaine contenance, elle s'affirme en silence, avec son port de reine, dans ce tableau comme une artiste qui se sait regardée par une autre artiste. Réalisé vers la fin de sa vie, cet autoportrait représente Angelica Kauffmann dans sa jeunesse, hésitant entre la musique et la peinture, ou entre l'enseignement de sa mère et celui de son père. L'artiste y apparaît vêtu d'une robe virginale, tenue par la main de la musique dans un élan maternel, tandis que la peinture lui indique déjà le chemin d'un geste autoritaire que l'on pourrait identifier comme étant paternel. À la robe rouge sensuelle de la musique s'oppose la robe bleue plus sévère de la peinture. Aux cheveux bruns de la musique répond la blondeur de la peinture. La scène allégorique prend place dans un paysage antique ainsi qu'en témoignent les édifices gréco-romains avec colonnes qui y figurent. Regardant une dernière fois vers la musique, Angelica semble déjà tendre la main vers son avenir du côté où la pente du paysage est la plus ardue. L'œuvre d'Angelica Kauffmann comporte deux volets, les portraits et les scènes mythologiques et religieuses. Son style néoclassique reste empreint de douceur et de souplesse, il ne cède pas à la rigueur d'un Jacques-Louis David. Sa peinture est caractérisée par une rare finesse psychologique et une grande élégance, ainsi qu'en attestent le Christ et la Samaritaine au puits, peint en 1796. L'épisode de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine provient du Nouveau Testament. On le trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus se repose près d'un puits lorsqu'apparaît une femme de Samarie venant puiser de l'eau. Jésus lui demande à boire. La Samaritaine lui fait part de son étonnement car les Juifs méprisent les Samaritains et ne leur adressent d'ordinaire pas la parole. Jésus lui répond « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Angelica Kauffmann se concentre ici sur le moment de la rencontre entre le Christ et la Samaritaine.
Elle parvient à donner une dimension extrêmement humaine à leur conversation. Les deux personnages sont unis malgré leurs différences de rang par le rouge de leurs vêtements qui diffèrent légèrement. Ils sont situés de façon symétrique dans un paysage qui culmine au loin avec un sommet montagneux. À la position assise du Christ répond la position debout de la Samaritaine et à l'index pointant le ciel du Christ répond la main ouverte et dubitative de la Samaritaine. Quant au manteau bleu du Christ, il trouve un rappel dans le ruban qui ceint la taille de la jeune fille. On note enfin que leurs cheveux bouclés sont de la même couleur, un blond vénitien qui reprend la couleur du sceau de la Samaritaine. Bien que l'on ait affaire à une scène religieuse, les deux personnages sont peints comme s'il s'agissait de figures de l'Antiquité grecque. Leur profil quasiment identique, avec leur nez dans le prolongement de leur front, rappelle celui des sculptures grecques. La coiffure de la Samaritaine, avec son bandeau bleu et or, est aussi à la mode grecque, comme sa robe, avec ses manches bouffantes. Malgré la dimension solennelle de l'iconographie religieuse, la peintre réussit à donner à cette peinture l'aspect d'une scène quotidienne d'une extrême fraîcheur. Et au-delà, Kaufmann réussit à donner à sa peinture une très belle harmonie en se basant sur une grande économie de moyens avec seulement des accords de bleu, de rouge et d'or.